Tout d'abord, donc merci d'être venus aussi nombreux pour cette conférence. Les Tunisiens n'ont pas souvent l'occasion de s'exprimer sur leur misérité. C'est un élément tout à fait nouveau et qui a vu le jour essentiellement avec cette révolution, Thawra Tunisiyya, donc la révolution tunisienne, qui dans la jeunesse est perçue comme quelque chose de très positif, une fierté nationale, une fierté de l'identité tunisienne. Et au sein de cette révolution s'est immiscée la question amazigh par plusieurs personnes dans différentes localités, donc essentiellement le sud tunisien, Djerba, Matmata, ainsi que Kérouan. Contrairement aux idées reçues, c'est une région très arabisée, mais dans cette région, il y a eu des éléments historiques, une répression de chefs berbères qui ont été décapités. Et cette mémoire amazigh est restée très forte dans les consciences, jusqu'à Gasserine, Fala, les villes où ont explosé les émeutes du 14 janvier 2011. Cette revendication aussi apparaît à Tunis. Ça a été un élément assez étonnant pour moi qui ai grandi là-bas de l'âge de 6 ans à 19 ans, de constater que finalement les Imazighéens étaient bien présents, même à Tunis, dans les quartiers de la Médina, dans les souks. Et pour remonter la filière, donc je reviens de Tunis, ce que j'ai fait, c'est que je me suis renseigné à gauche et à droite pour essayer de tenter de trouver ces associations amazighes qui sur Internet n'existent pas du tout. On n'a pas leurs coordonnées, on n'a pas de numéro de téléphone. Et de bouche à oreille, je suis arrivé jusqu'à Neige El Bacha, donc une ruelle à l'intérieur des souks, dans laquelle on trouve des commerçants amazigh qui viennent du sud de la Tunisie, de Douiret, donc un village situé vraiment à l'extrême sud, entre Tataouine et Mednine. Et on m'a expliqué que dans cette rue, un tisserand s'était installé et qu'il avait fait venir avec lui ses cousins, toutes les personnes du village. Et aujourd'hui, toute la rue confectionne les drapeaux. Et c'est comme ça que le drapeau amazigh a pu naître en Tunisie et a pu circuler, notamment sur l'avenue Habib Bourguiba, le 15 décembre dernier. Donc, dans cette rue, on va trouver un bon nombre de commerçants qui fabriquent ces drapeaux. Et la présidente de l'association amazigh de Tunisie, la CAT, Khadija Ben Saïdan, vient de l'une de ces familles. Donc c'est comme ça que j'ai pris connaissance du réseau amazigh. Et une autre personne m'a contacté aussi en arrivant à Tunis. Il s'appelle Ahmed Ayeb, qui lui a fait l'école lycée Carnot, le lycée français de Tunis, et m'a expliqué comment il avait redécouvert aussi la culture de ses ancêtres qui venaient du sud tunisien. Donc on peut considérer aujourd'hui qu'on a une association de protection du patrimoine amazigh de Douirat qui existe à Tunis, et Ahmed Ayeb qui lui veut promouvoir l'amazighité d'un point de vue politique, cette fois-ci, et aussi de créer un pôle économique en s'appuyant sur l'État tunisien. Donc avec lui, il m'a conduit dans les bureaux du principal parti de l'opposition tunisienne, le PPD. Donc nous avons été reçus par les membres de ce parti politique, notamment le trésorier, le responsable financier, et quelqu'un qui vient du sud tunisien. Et nous avons entamé une discussion sur l'amazighité. Il me disait, oui, en Tunisie, de toutes les manières, nous avons l'arabe, qui est notre principale langue, et le reste, donc l'amazighité, à la rigueur, qui peut trouver sa place. Mais il ne faut surtout jamais toucher à la langue arabe et ne jamais toucher à l'islam. Donc on a compris déjà qu'en arrivant dans un parti d'opposition censé démocratique, censé réunir la frange de gauche et la frange de droite, pour schématiser, que l'officialisation d'État amazigh en Tunisie serait vraiment très très difficile, voire quasiment impossible. Il a été dit à la télévision, dans une émission dimanche après-midi, vue par des millions de personnes,
que la langue et la culture amazigh n'avaient pas droit de citer dans ce pays, que les Amazirs c'était le Huthala, donc c'est-à-dire des moins que rien. Et sur cette base-là, Ahmed a décidé de porter plainte. Et une action en justice est prévue dans les prochaines semaines. À côté de ça, il a demandé le soutien de la CAT, qui elle est plus orientée aujourd'hui à créer une chaire de linguistique, de langue berbère à l'université, et qui reste quand même, somme toute, assez éloignée du combat politique. Donc après quoi, je me suis rendu dans le sud tunisien, et là j'ai pu, en me fondant dans la masse, j'ai pu écouter des personnes parler sur les berbères, des arabophones, et entendre de leur part que les Amazirs, les Djerbiens n'étaient pas comme eux, et qu'il y avait une différence fondamentale, parce que c'était simplement des berbères, des barbares. Donc ça m'a assez choqué. Et en arrivant à Djerba, donc on a une berbérité, mais une berbérité de façade, qui est utilisée uniquement à des fins touristiques. Et cette conscience politique amazigh, aujourd'hui, est maintenue par des jeunes d'une vingtaine d'années, qui sont soit chefs scouts ou qui ont fait un peu d'études, et qui dans leur giron, ont réuni autour d'eux une jeunesse qui elle, préserve cette langue. J'ai rencontré une petite fille de l'âge de 12 ans qui parle couramment tamazirt, là-bas on dit Shalha, et qui récitait des poèmes pour sa mère sans avoir étudié cette langue. Donc tous ces gens nous donnent énormément de courage. Ceci dit, il manque énormément de moyens. Des bourses devraient être attribuées pour cette jeunesse-là, et ils sont vraiment livrés à eux-mêmes, voire même raillés par la population sur place. Il faut savoir aussi que les touristes, qui étaient la principale manne financière des villages berbères, ne viennent quasiment plus. Et c'est le cas surtout à Matmata et Tamazight, où là, l'État tunisien a créé deux nouvelles villes, situées, tenez-vous bien, à 25 km des villes ancestrales de Matmata, et qui vit de toute son énergie, de tout son sang, cette région amazirophone. Quand on va dans ces villages, on trouve des villages fantômes, où la population rurale s'éloigne un peu pour récupérer le peu de récolte. Ils reviennent le soir, mais il ne reste que les personnes âgées, des retraités de Tunis qui trouvent agréable cette région-là. Et les enfants sont très peu scolarisés, et voire quasiment pas du tout. À Tamazight, on a 24 élèves à l'école, peu de dispositions sanitaires, peu d'accompagnement éducatif, ce qui fait qu'aujourd'hui, on trouve une association de sauvegarde de la culture à Tamazight, mais avec des portes fermées, un centre d'artisanat que j'avais connu à l'âge de 13 ans, qui était ouvert au public et où il grouillait vraiment une vie touristique importante. Et aujourd'hui, cette région, cette maison de l'artisanat est fermée aussi à porte close. Voilà, donc c'est un climat assez triste quand on découvre ça. Mais à la fois, j'ai senti que les différents protagonistes de cette cause amazigh avaient l'intention de s'unir. Et pour eux, le combat ne fait vraiment que commencer. Nous sommes vraiment à l'étape zéro. L'étape zéro, c'est ce qu'ils me disent à chaque fois. Nous sommes vraiment dans l'embryon même. Les associations se sont créées au bout de 3 mois. La CAT a récupéré, on va dire, une grosse partie du travail qui avait été développé par les associations du Sud tunisien, ces jeunes-là. Et aujourd'hui, ces jeunes, tour à tour, créent chacun d'entre eux une association de sauvegarde du patrimoine. Et la grosse association amazigh va voir le jour prochainement. Pour eux, l'association n'existe pas encore en tant que telle. C'est vrai qu'en l'espace d'1 an, certes, il y a une petite visibilité amazigh, mais elle est quasiment inexistante, camouflée par l'anniversaire de la Révolution. Le Yenayer
dans le sud tunisien n'est pas fêtée encore. Une fête a été organisée pour la création de l'association du patrimoine de Guellal. Et les discussions, on va dire les festivités, ont plutôt porté sur la libération d'Al-Quds de Jérusalem, de la cause palestinienne avec des drapeaux palestiniens, plutôt que sur la cause Amazigh où le président a vite présenté son association, avec un soutien certes de la population, mais pas assez fort à mon sens. Donc la situation des Amazirs en Tunisie est aussi amputée des problèmes liés au droit de la presse. Les journaux qui ont parlé de la mazirité sont des journaux francophones qui sont un peu catalogués, qui sont très peu écoutés par la population. Il faut savoir que les télévisions françaises sont coupées. Depuis 7 ans, les Tunisiens n'ont quasiment aucun accès aux chaînes françaises. Donc ils sont dans un processus d'arabisation. Il y a eu un processus de francophonie avec Bourguiba. Et Ben Ali, lui, a imposé une arabisation forcée. Voilà, à chaque fois en baissant le volume sur la question amazigh. Et aujourd'hui, cette question amazigh, on lui baisse facilement le volume, d'une part par les festivités de la Révolution, mais aussi par tous les problèmes qu'on peut trouver à l'intérieur du pays. Et aujourd'hui, la population tunisienne est focalisée sur 2 aspects. C'est sur l'islamisation du pays. Une région berbère, Sejnan, a vu la création d'un émirat arabe islamiste il y a quelques jours à peine. Donc cet aspect-là aussi est à prendre en compte. Et surtout, le droit tunisien n'offre vraiment aucune part à la liberté. Pour un rien, on se retrouve en prison en Tunisie pour une dénonciation, pour avoir fait partie, par exemple, du clan de Ben Ali, de Laila Trabelsi. Pour toutes ces questions, on a encore 8000 personnes qui sont dans les geôles en Tunisie, notamment des Franco-Tunisiens, des Algériens qui se déplacent en Tunisie. Voilà. Pour un rien, ils se retrouvent en prison. Et ce qui fait plaisir, c'est que j'ai entendu de la bouche d'une jeune Algérienne nous dire, dans mon idéal, la Tunisie, l'Algérie, la Libye, ce n'est qu'un seul pays, sans prononcer le mot amazigh, même s'il est sous-entendu, nous ne sommes pas des Arabes, nous sommes avant tout des Amazighennes, des Imazighennes et des Maghrébins. Voilà pour le... Merci. On va passer à la dernière intervention, c'est ça. Bonsoir à tout le monde. Je ne sais pas par où commencer, par où finir, parce que pratiquement tout est dit là, sur la question de l'identité, sur la culture, sur les revendications, etc. La Libye n'est pas différente d'autres pays. Mais je reviendrai sur deux, trois aspects qui, pour moi, sont très importants. C'est comment on a écrit l'histoire d'Afrique du Nord et dans quel but on a écrit l'histoire comme ça. Je commencerai par les années 1911 jusqu'à 1919, voire 1923, la lutte contre les Italiens en Libye, et l'apparition d'une personnalité très importante dans l'histoire de la Libye qui s'appelle Slimane Barouni, qui est d'origine berbère. Et ce Slimane Barouni, c'est lui qui a créé vraiment la République, ce qu'on appelait la République tripolitaine, c'est une des premières républiques africaines, peut-être dans le monde arabe, etc. Le personnage en question, il est pratiquement oublié dans l'histoire de la Libye. Il est cité nulle part. Ça montre à quel point qu'on a, même à l'époque du roi, on a essayé de dire quelques mots sur cet homme-là qui était en avance par rapport à toute la Libye. Alors, ça m'amène à poser la question suivante. Est-ce que les Berbères, ils ont un mécanisme à eux, spécifique, concernant la lutte contre les invasions, qui soit culturelle, qui soit militaire? Et évidemment, la réponse, je ne l'ai pas. Mais en tout cas, ce qu'on a vu en Libye dernièrement, ça montre à quel point la question amazigh en Libye était présente. La
la manifestation qui a eu lieu à Tripoli, il a amené à peu près 320 000 personnes à Tripoli, par rapport à un pays qui compte 6 millions d'habitants, dans un seul endroit où on revendique l'officialisation de la langue berbère, de la langue amazigh, et de l'autre côté, demander d'explications au CNT par rapport à ce qui s'est passé dans une réunion dans laquelle on a dit que les berbères, l'arabe va être la seule langue et la langue officielle en Libye. Et du coup, en fait, on remarque tout de suite que la question amazigh, elle est loin devant par rapport à toutes les autres questions qui sont posées en Libye. Après 42 ans de dictature, et après autant de quelque chose de programmé qu'a mené Kadhafi, ça veut dire qu'il a essayé de vider tous les cerveaux de la Libye, soit les mettre en prison, soit les obliger à l'exil, soit de les impliquer dans l'arabisme. Tout à coup, on voit les drapeaux berbères et l'écriture antifénard de partout en Libye, et en particulier sur parfois sur des jeeps militaires, etc. On a vu, comme tout à l'heure, l'enseignement de la langue berbère, alors que c'était interdit de dire que je suis berbère. Vous l'avez entendu dire que, tout à l'heure que les berbères sont des arabes, etc. Donc tout ça montre à quel point que la question berbère est toujours présente en Libye, la question amazigh est toujours présente, et les berbères, ils étaient toujours là, parce que, quelque part, on a commencé par, dans les années 70, quand le mouvement amazigh a commencé en Libye, il n'a pas commencé par revendiquer justement la question de l'amazigh, mais a commencé par poser la question sur l'identité libyenne. Qu'est-ce que c'est que l'identité libyenne? Et dans cette identité, est-ce qu'on peut mettre de la mazighité là-dedans ou pas? Est-ce que notre histoire est liée à ça ou pas? Et effectivement, quand on regarde l'histoire de la Libye, ça veut dire à travers tous les siècles, ça veut dire depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, on a cette écriture du Fénard, on a la lutte contre les Romains, on a la lutte contre les Phéniciens, on a toute cette indépendance qui, par rapport à l'envahisseur, qui a existé toujours. Aujourd'hui, la question amazigh en Libye commence à prendre un peu partout, même chez les gens qui parlent le berbère. Ça veut dire qu'il y a des gens qui se revendiquent en tant que berbère et disent, mais tout simplement, parce que moi je ne sais pas le parler, mais en tout cas, je me sens en tant que tel. Par rapport à d'autres régions comme la Tunisie, comme il vient de dire, c'est une différence énorme. Évidemment, il y a ceux qui sont contre cette culture, contre la revendication berbère, contre au moins la nationalisation, enfin, considérer que la langue amazigh est une langue nationale. Il y a des gens qui sont même contre ça. Mais aujourd'hui, en Libye, il y a deux forces politiques. Les deux forces politiques qui s'opposent, c'est le reste du panarabisme lié un peu à l'islamisme, et l'autre force qui est une force de progrès, c'est la force, entre parenthèses, de force d'identité amazigh il faut savoir que ces deux forces qui s'opposent, ils ne s'opposent pas uniquement au niveau politique, mais ils s'opposent au niveau idéologique. Tout à l'heure, Hassid a parlé du valeur universelle. C'est le cas en Libye, le cas de la revendication, enfin le mouvement amazigh en Libye, et il se revendique en tant que mouvement d'ouverture vers l'autre, de tolérance et de compréhension de ce monde. Alors que de l'autre côté, on a un mouvement qui est lié pratiquement, je dirais, comme je disais tout à l'heure, reste de panarabisme, parce que le panarabisme il est pratiquement fini dans le monde arabe. C'est lui qui va voir une lecture profonde, si je parle de lecture de surface, qu'on entend à la télé. Et il n'y a plus personne qui croit dans le panarabisme.
panarabisme, il a commencé avec Jamal Abdel Nasser, et Saddam Hussein et Hafez al-Assad, il a fini avec Kadhafi. On veut pas le panarabisme, il est fini. Donc, quelque part, ce panarabisme aujourd'hui, il va être lié un peu à l'islam, c'est quelque chose quand même, quelque chose de paradoxal. Quel est le lien entre la religion et l'identité? L'identité, je dirais, politique. Il y a pas... Ce n'est pas possible, puisque les premiers panarabistes sont des chrétiens. Ils ont revendiqué ce panarabisme justement pour retrouver leur place dans ce monde qui s'appelle le monde arabe. Aujourd'hui, le panarabisme, à travers Qatar, un élément qui manipule un petit peu ces choses-là, il revient avec un mélange de l'islam. Et ce qu'ils essayent de faire chez nous. Mais les questions en Mazir, ils sont pas aussi mûrs qu'au Maroc ou en Algérie. Ça veut dire que les revendications, ils sont là. On veut étudier la langue, on veut l'utiliser, on veut leur donner les moyens, etc. Les Berbères, enfin les Mazirs, ils sont là pour revendiquer, etc. Mais il faut savoir qu'on n'a pas de spécialistes en langue mazir en Libye. On n'a pas de gens qui ont étudié ça parce que Kadhafi n'a jamais permis cela. On n'a pas de gens qui sont spécialistes dans l'histoire d'Afrique du Nord de manière, des Libyens je parle, de manière académique. On n'a que des propagandes pendant les 42 ans qui sont passés et le résultat il est là. Aujourd'hui, quand les revendications à Mazir sont portées devant la place, il y a encore, même au sein de CNT, des gens qui disent que c'est des gens qui travaillent avec des agendas menés par l'étranger. Alors je me pose la question, quels sont ces agendas-là? C'est pas nous qui nous avons amené les Français, ni les Anglais, ni les Américains en Libye. C'est pas nous qui ont signé des accords à droite et à gauche. En tout cas, par contre, c'est nous qui nous sommes allés jusqu'à Tripoli pour déloger Kadhafi. Ça, c'est là où il y a une différence. C'est pour ça que je reviens à la question du mécanisme de la lutte et comment on était. Ça veut dire comment on tient à cette terre et du coup, comment on tient à notre culture. Et toute la question à Mazir en Libye, il est dans cet axe-là. Aujourd'hui, les Mazirs en Libye, quand ils ont revendiqué, quand ils ont sorti en manifestation, en disant bon, on est marginalisé, comme d'habitude, ça se passe de partout, comme il a dit tout à l'heure de Saadi. C'est-à-dire que pour la lutte, on est là, et quand c'est fini, les ministres, les machins, etc., les revendications culturelles, c'est fini, on ne les a pas liés, il n'y a plus personne. Et quand ils ont vu comme quoi que la question il leur dépasse un petit peu, que ce n'est pas juste les gens qui parlent, à Mazir qui revendiquent cela, mais que aussi des arabophones qui le revendiquent, à ce moment-là, ils ont tourné un peu leur veste. Ils ont dit, bon, on va vous donner des ministres, on va vous donner des places des ambassadeurs, etc. Mais il faut savoir que nous, on ne demande pas ni des places de ministres, ni des places d'ambassadeurs, ni rien du tout. On demande ce qui est... on demande nos droits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire respecter notre culture, notre langue, notre identité. Et à travers elle, s'il y a des gens qui appartiennent au mouvement Mazir qui sont dans des places importantes, tant mieux. S'il n'y en a pas, tant pis. Mais l'essentiel, c'est de les respecter. Ça veut dire que l'officialisation de la langue amazigh, développer les régions amazighes. Ça veut dire quoi développer les régions amazighes? Ça veut dire leur donner la possibilité économique et sociale et culturelle de telle façon de ne pas avoir 2 millions d'habitants par rapport à 6 millions d'habitants à Tripoli, 2 millions d'habitants à Tripoli et par rapport à 6 millions dans toute la Libye. Ça veut dire quoi? Ça veut dire depuis tant d'années, on a laissé toutes les régions qui sont en dehors de Tripoli marginalisées. Pas d'école, pas d'école de qualité, je parle, hein. Il y a des écoles. Pas d'université, pas de bonnes routes, pas d'eau, En fait, les gens, ils ont aussi besoin de ces petites choses-là pour vivre et pour continuer à lutter contre ce qu'on appelle, pour moi, contre l'aliénation, enfin,
Le fait de ne pas avoir une identité, de se retrouver n'importe qui dans ce monde. Si on n'est pas lié à ses racines, on ne peut pas trouver une universalité. Et beaucoup de gens oublient ça. Si je ne suis pas, je ne m'appelle pas une telle personne, je viens de tel endroit, si je ne connais pas ma culture, je ne peux pas adhérer à l'universalité. Ce n'est pas possible. On adhère à l'universalité quand on sait qu'est-ce qu'on est. Voilà. Merci. Merci à nos 4 intervenants d'avoir exposé de manière brillante la question amazigh dans les 4 pays respectifs. Ce que moi je note, puis après on met un tour d'horizon dans le débat, c'est il s'avère que dans les 3 pays, les questions telles qu'elles sont posées sur la mazirité ne sont pas au même niveau. Et ça retrace, c'est lié à la jeunesse de la prise de conscience de la question. Ça ne veut pas dire qu'en Libye ou en Tunisie, demain, n'émergera pas la question amazigh de manière massive dans tout l'espace social, mais simplement la jeunesse de la question, elle est récente. Ça, c'est un premier constat. Le deuxième constat, c'est de dire, s'il apparaît que la question est bien avancée au Maroc ou en Algérie, il aura certainement des impacts importants sur les autres situations. La question n'est pas encore acquis son statut de légitimité. Troisième question, comment la question amazigh arrive à embrasser aussi la question sociale, c'est-à-dire ne pas se couper des autres bases de la société qui sont aussi précarisées, marginalisées. Parce que moi, pourquoi la question amazigh a été marginalisée? Parce qu'on avait des systèmes politiques archaïques, antidémocratiques, antisociaux, qui sont habités par un système d'oppression qui n'a vécu que par le système de domination. Domination parce que les élites qui ont gouverné dans nos pays respectifs étaient bien des élites qui n'ont pas intérêt à ce que les populations puissent accéder au statut de citoyens actifs en capacité de revendiquer ses droits les plus élémentaires. Et les Amazigh font partie de ces catégories-là qui ont été exclus d'école, et la majorité des Amazigh qui ont aujourd'hui 50-60 ans pour vous rappeler la violence qu'ils ont vécue quand ils étaient dans les premiers, à 5 ans, à 6 ans, quand ils vont à l'école et on leur parle une autre langue, il n'y a pas aussi violent que ça. Ça veut dire, effectivement, on leur montre qu'ils ne sont pas légitimes pour exister en tant que citoyens. Et je parlais tout à l'heure comment ces populations-là qui ont été exclues, dominées, arrivent eux-mêmes à accepter la domination. Et je pense que c'est ça aussi aujourd'hui, l'apparition de la question amazigh dans l'espace social comme étant légitime, va libérer les énergies et les consciences. Et moi, je ne suis pas aussi pessimiste. Moi, je pense que là, il y a de quoi être optimiste, parce que les régimes dictatoriaux les plus forts, les plus puissants, en Tunisie, a été chassé. Pourquoi? A été chassé par la prise de conscience. Aujourd'hui, les Amazigh et d'autres composantes de nos sociétés ne se laisseront plus avoir assez, l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, les personnes sortent dans la rue, disent ouvertement leur opposition au système marzanien et disent de manière la plus précise leurs droits les plus élémentaires. Et les Amazigh font partie de ces militants actifs aujourd'hui dans l'espace marocain et ailleurs. Je pense que là, on va ouvrir une séquence de débat avec vous, donc des questions, des interventions, pour éventuellement compléter ce qui a été dit, mais aussi, pourquoi pas, contredire ce qui a été dit, parce que c'est ça aussi l'espace démocratique, c'est qu'on puisse échanger, réfléchir ensemble pour avancer notre connaissance de la réalité. Juste avant de donner le micro à la salle, juste une petite précision. Voilà, donc je l'ai fait exprès pour vous dire qu'il y a un bar. D'abord, j'ai oublié tout à l'heure de remercier Madame Morgane Vandernoot qui est parmi nous, qui s'occupe de la culture pôle coopération culturelle internationale. Merci pour l'intérêt, Madame, que vous portez au sujet. Il y aura également, tout à l'heure, on sera rejoint par M. Slimane Tir, président de la radio Pastel FM, élu de la ville de Roubaix. On l'attend, il arrivera tout à l'heure. Donc, par rapport au bar, il y a des boissons, il y a également des drapeaux amazigh, hein, si ça vous intéresse. Mais c'est tout ce que je voulais dire, c'est qu'on a la chance d'avoir un éditeur ici, dans le couloir. Et on a également la personne qui a écrit un livre
Madame Malika Arabi, donc un beau livre, Éclat de vie, donc il a, je pense. Voilà, donc n'hésitez pas à la solliciter tout à l'heure, je pense, pourra même vous dédicacer le livre. Voilà, et moi pour finir, je voudrais juste, donc avant de donner à la salle, demander à Olivier de nous donner s'il a un petit mot à nous dire, en tant que directeur de la Maison Folie d'Oisem. Encore une fois, merci de nous avoir permis d'organiser cette conférence. Merci, bon, il me prend à froid là, mais la première chose c'est que c'est vrai qu'on a une fidélité avec Tiwizi qui fait vraiment un travail intéressant et sans verser non plus dans le communautarisme, dans un travail d'ouverture on va dire et de compréhension, donc ça c'est vraiment important et c'est vrai que voilà, du coup avec les années qui passent on va de plus en plus loin ensemble pour développer des projets, c'est un vrai partenariat on va dire. Et par ailleurs, c'est vrai que j'apprends aussi des choses. C'est vrai que là, c'est pas. J'ai découvert il y a quelques années, donc on en était à l'année 2063 ou 4. Déjà, ça, j'ai été surpris. Voilà. Donc voilà, parce qu'on fait chaque année le nouvel an. Ensuite, j'ai découvert aussi l'importance des Berbères au Maroc, parce que je n'avais pas mesuré que c'était une telle population. Voilà, ça, c'est grâce à toi. C'est toi qui me l'as appris. Ensuite, donc là, sur le rôle aussi en Libye, je n'avais pas vraiment mesuré ce rôle pour ce qui s'est passé en Libye. En même temps, après, mais je n'ose pas poser des questions parce que il y a des questions que je me pose parce qu'on entend tout et son contraire. C'est vrai que... mais peut-être, je vais en parler à Hassan, tu traduiras si je ne dis pas trop de conneries. Voilà. Non, mais c'est des questions vraiment un peu naïves, hein, mais c'est vrai que parce qu'en même temps j'ai découvert donc, le rôle des Berbères en Libye, et en même temps parfois on m'a expliqué que c'était aussi des gens qui avaient des fois joué un rôle, et je ne sais pas si ce que je dis est vrai, mais qui avaient joué un rôle aussi, qui avait été instrumentalisé à un certain moment donné par Kadhafi pour réprimer les mouvements opposants. Donc je ne sais pas si c'est vrai, j'aimerais bien en savoir plus là-dessus. Et idem pour l'Algérie ou pour Kabyle, où parfois bon, je connais mieux la situation, on va dire, mais par contre, parfois quand je parle de ça, on me rétorque qu'il y a aussi beaucoup de Kabyles qui sont à la tête de la police, de l'armée, etc. Donc j'ai du mal à comprendre. Voilà. Mais je pose des questions, c'est bien, ça ouvre le débat, mais c'est en toute naïveté. Peut-être que je dis des grosses conneries. On va faire circuler le micro pour prendre quelques questions. Donc il y a une dame là-bas, puis il y a quelqu'un ici. Bonsoir à tous. Je suis arrivée en cours de débat et je découvre vraiment la conférence de ce soir. Mais en même temps, ça m'intéressait le peu que j'ai pu en entendre, parce que je suis une enfant issue de l'immigration, comme on dit. Je suis d'origine franco-algérienne. Pour le peu dans mon histoire, je ne connais pas grand-chose, mais le peu de mon histoire, je sais que je suis d'origine berbère de Kabylie, mais aussi d'Oran. Mais dans la culture dans laquelle j'étais élevée, plutôt franco-flamande, française, catholique, même si cette personne a fait un choix d'aimer une personne d'une autre origine et d'une autre culture et d'une autre confession, c'était pas si simple. Et tout ce que je sais de mon histoire, par exemple, c'est qu'en cherchant des réponses à des questions aussi par rapport à mes origines, celles de mes cousins et cousines, ou même de mes propres parents, qui sont quand même la première génération à être nés en France de parents d'immigrés, enfin, c'était pas si simple d'en parler, notamment avec la dépendance de l'Algérie. J'en parle parce qu'aujourd'hui ça revient beaucoup, notamment peut-être chez moi. Mais il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Et le fait de découvrir que je suis aussi d'origine berbère de Kabylie, je ne sais pas grand-chose de mon histoire. Je n'en saurais pas plus de mes origines parce que aussi mes grands-parents sont décédés, ne peuvent pas m'en raconter plus. Et c'est pas mes parents qui vont me le raconter parce qu'ils sont nés en France, de culture française, donc très intégrés, et ne parlent pas de ça. Ça ne se faisait pas. C'était pas dans la culture, c'était pas dans l'éducation, c'était pas... Voilà, on n'évoquait pas ce genre de choses. Et moi, je suis issue de tout ça, et je fais quoi de tout ça? Je vais presque avoir 40 ans, mais en même temps, ça m'intéresse. Je suis ancrée dans ma culture française, mais avec des origines qui viennent de très loin. Et pour le coup, ce soir, je découvre ça, et je découvre tout ce qui se passe autour, et dans différents pays, et les pays du Maghreb, et les pays arabes. Ça m'intéresse, parce que j'ai aussi envie, non pas forcément savoir d'où je viens,
qu'est-ce qu'il reste de toute cette évolution, de ces échanges, de cette migration ou autre, que ce soit de l'ancienne colonie ou autre, peu importe. Voilà. Merci. C'était quoi la question ? Devant. Il y a quelqu'un qui peut faire circuler le micro. Très rapidement. Première remarque, parce que notre Premier ministre, je suis marocain, je veux dire qu'il est vraiment ignorant parce que les gens rigolent avec cette question de la Chine, quand il a traité. Je pense que tout d'abord, la Chine, c'est une civilisation, parce qu'on parle pas. C'est pas une insulte. Tout d'abord, il faut le rappeler. Je ferme la parenthèse. Alors, deux questions majeures sur Valpillier. Et puis, il est certain qu'aujourd'hui, ce moment est très particulier, bien sûr, le contexte, le moment, etc. Mais il ne faut pas oublier quand même qu'il y a eu beaucoup de choses faites avant. Beaucoup dans des conditions très difficiles. On n'avait pas des images, il faut dire. Assad II, quand il parle de 84, etc. Et à chaque mouvement, dans chaque région, par exemple, où je suis de Rive, quand il y avait des mouvements sur des questions sociales, la question culturelle ou la revendication apparaissait dans les revendications. Il ne faut pas les... Enfin, vous le savez bien sûr, juste, je le rappelle. Maintenant, deuxième question, qui est un petit peu pour moi la plus difficile, puisqu'elle est contemporaine, enfin, la question des mouvements qu'il y a eu dans ces pays-là. Moi, c'est pas simple. Franchement, je vous dis que la Libye... La Tunisie, c'est plus simple, parce que la France, au départ, elle a mal démarré. C'était clair, ils soutenaient Ben Ali, c'était... Mais la Libye, c'était pas simple. La Syrie, c'est pas simple. La géopolitique, c'est pas simple. Il ne se fait pas, pour moi, je suis convaincu sur la cause amazigh. Il n'y a pas de problème. Et c'est pas parce qu'il y a un amazigh d'un côté que j'ai à choisir entre le noir et le blanc. La question, elle est beaucoup dans le gris. Moi, je n'étais pas d'accord avec l'intervention de l'OTAN, par exemple. C'est une question politique. J'ai un raisonnement politique. Et ce n'était pas simple. Et deuxième question, c'est pas le panarabisme est mort, bien sûr. Je savais qu'elle allait mourir un jour. Mais c'est l'internationalisme islamisme qui s'est installé depuis le début, depuis un petit moment. Et là, maintenant, il prend place dans ces pays, soi-disant, qui ont trouvé la liberté. Non, ils n'ont pas trouvé la liberté. Justement, il est là le problème. Ma question est celle-là. Je rappelle, moi, je suis pour ceux qui disaient, quand ça démarre en Algérie en 91, pas d'alliance avec le fascisme ouvert. Moi, je suis, et c'est pour ça, je ne fais pas partie le 20 février, je le dis, parce que je ne peux pas être côte à côte avec Ali Hussein. Justice. Ils sont partis. C'était ma position, et je l'ai dit. Et je revendique la culture revendique, la défense, etc. Ok. Et votre intervention, on peut apprendre sur l'espace derrière. Quelqu'un derrière. Ouais, parce que je suis là, tu peux après. Oui, je peux y aller. Bon, d'abord, merci beaucoup pour les intervenants. C'était d'une grande qualité. Je souhaite juste relever certains points qui sont importants. Il est... Parlez plus fort, plus près du micro, monsieur. Ça marche? Oui, il faut parler plus près dedans. Oui, si on regarde juste, il est vrai qu'il faut une relecture de l'histoire extrêmement critique par rapport à tout ce que nous avons raconté pendant des décennies. Ça, c'est une certitude. À commencer par nous-mêmes. Reconsidérons un peu l'histoire et regardons la question de l'oppression culturelle, identitaire des Berbères de l'Afrique du Nord, comment il a été vécu juste ces dernières années, c'est-à-dire juste avant Madame Yassine a bien soulevé la question de Dahel Barbari au Maroc, d'accord, comment la thèse coloniale a tranché la question. Vous êtes tellement différents, mais qu'est-ce que vous foutez ensemble, d'accord? Et on sépare un peuple en deux parties, donc dont les visées sont extrêmement claires, etc. Ça, c'est la thèse coloniale, tout le monde la connaît. La thèse maintenant de ceux qui ont ceux qui sont supposés avoir libéré le pays, le mouvement national lui-même. Ben, le mouvement national, il a pris l'antithèse.
c'est-à-dire tous ceux qui revendiquent une certaine identité culturelle différente de celle de l'islamo-arabo, etc., et purement, ils jouent le jeu de l'État colonial, du colonialisme. Et le palais dans tout ça, je parle du Maroc, a été extrêmement intelligent dans cette affaire, puisqu'en fait il a dit c'est une donnée sociale, une donnée sociologique qui est aussi vieille que le Maroc, je vais en tirer profit. Et donc il a pu quand même créer de toutes pièces des partis politiques berbères, notamment Harakat Sharia, le mouvement populaire, et là, toute la question sociale a été dissoute. On voit des grands propriétaires terriens, du fait qu'ils parlent la langue berbère, sont extrêmement solidaires, entre guillemets, avec des gens extrêmement pauvres, et la question linguistique a prédominé sur la question très importante, la question sociale. Et on a vécu sur cette lancée-là d'une façon dramatique, et on n'avait résolu ni le problème de l'oppression de la langue berbère et de l'identité berbère, et ni la question sociale. Et il faudrait attendre, ça il faudrait le reconnaître et en être très conscient, c'est la gauche radicale au Maroc qui a lancé les premiers éléments de réflexion autour de cette impression sociale, culturelle et identitaire comme étant un maillon d'une chaîne, d'une répression, d'une oppression globale, politique, économique, etc. Et là, on trouve les bases de la bonne thèse, de mon point de vue, qui a donné naissance à un tas d'associations, etc., qui prennent ce genre de réflexion. Et le mouvement du 20 février, justement, si les acquis qu'a évoqué M. Assir, les soi-disant acquis, les 4 ou 5 points par rapport à la question de légiférer, la question de la langue berbère, etc., ne pouvaient avoir lieu que c'est parce qu'il y a un grand mouvement de mobilisation de tous les Marocains, berbérophones, arabophones, anglophones, je ne sais pas quoi. Ok, c'est tous les mouvements marocains avec ces différentes idéologies, comment on va dire, composantes, etc., qui a pu arracher ces acquis-là. Et là, c'est une bonne réponse par rapport au mouvement dit berbère lui-même et à ses propres contradictions. Parce que là, on a en face un monsieur extraordinaire qui a que l'on connaît, qui a un nom de gauche, etc. Mais il faut savoir qu'il y a des mouvements extrêmement racistes, extrêmement, dont la thèse est tout à fait fallacieuse, qui défendent une indépendance, etc. Ça, c'est aussi, c'est l'antique. Je veux dire, c'est pas d'abord productif, et c'est extrêmement néfaste pour le changement démocratique dans ces pays. Ça veut dire, pour résumer, si on regarde l'histoire récente, le mouvement berbère n'a pu se développer, il n'a pu avoir des acquis que c'est parce qu'il a été conçu dans une conception globale de la société et de lutte vers la démocratie et contre l'oppression. Et comme évidemment l'oppression capitale, majeure, celle de la langue et de l'identité d'Amazigh apparaît au premier chef, le mouvement du 20 février l'a prise sienne, indépendamment des origines berbères ou arabes, ou arabo-berbères, etc. Merci. Il y a un là-bas. S'il vous plaît, quand vous parlez, il faut vraiment être très très proche. Il ne faut pas le manger, mais vraiment à côté. Parce que sinon, on a des problèmes avec la sono. Il n'y a pas de problème, il faut parler dedans. Monsieur Fleur, donc un grand merci pour les intervenants. Donc, je suis juste, comme on dit en fait Mazerte, c'est arrêt. C'est comme un cri. Bon, j'ai vu que on a parlé un peu d'histoire, un peu des causes qui
qui ont ramené beaucoup de problèmes à nos régions. Il y a des intervenants qui représentent des pays nord-africains, de Thammasra. Et je lance juste c'est comme une interpellation. Bon, les gens ici, ils ont parlé d'histoire et tout ça, mais ils n'ont pas parlé de perspective. C'est-à-dire, si vous êtes là comme l'élite de Thammasra, j'ai pas entendu une seule proposition, une seule idée pour unifier ces mouvements-là, qu'ils soient au Maroc, en Algérie. On n'a même pas une association commune, n'en parlons pas d'un parti politique. Peut-être on ne le sait pas. Et mon cri, c'est que, voilà, on est aujourd'hui là, on a un représentant de la Libye, la Tunisie, l'Algérie, c'est bien tout ça, le Maroc. Et on a oublié de parler d'une autre partie de Thammasra, qui est le sud, le grand sud, le sud algérien, le Mali, le Niger. Et il faut vous dire que ce matin, j'ai entendu des informations qu'il y a une révolte au nord du Mali. Voilà, c'est juste créer une interpellation. Il ne faut pas qu'on les oublie. Il y avait même l'armée malienne qui a accès des États-Unis. Il y a une interpellation. Bonsoir. En écoutant Hassid, on avait l'impression que le mouvement Amazigh, c'est un mouvement homogène, uniforme, etc. En tout cas, c'est l'impression que votre intervention donnait. Et je rejoins ce que disait Najib il y a 5 minutes. Le mouvement Amazigh est composite. Il y a des Amazighs racistes. Je prends la question palestinienne, par exemple. Il y a des Amazighs chez nous au Maroc qui pensent que soutenir le peuple palestinien, juste parce qu'ils sont des Arabes, ça serait quelque chose d'extraordinaire. Donc, il ne faut pas penser que le mouvement Amazigh, c'est un mouvement homogène, qui pense de la même manière, etc. J'avais une réflexion aussi à propos de l'identité culturelle. À un moment, Hassid a même parlé de retrouver son identité. Nous savons tous que dès qu'il y a des cultures en contact, ça peut donner lieu à plusieurs phénomènes. Ça peut être l'acculturation, reculturation, déculturation, etc. Est-ce que vous pensez que chez les Amazighs au Maroc, je signale en parenthèse que j'ai parlé berbère avant de parler l'arabe, je suis Amazigh, mais je ne revendique jamais le terme Amazigh, je suis d'abord marocain. Est-ce que vous pensez que les Amazighs au Maroc actuellement sont en phase de reculturation, déculturation, acculturation, en sachant qu'au Maroc c'est très compliqué. On ne peut pas dire qu'il y a d'un côté les Amazighs et les Arabes, et l'impression que quelqu'un peut avoir dans la salle en vous écoutant, c'est qu'il y a d'un côté les dominants seraient les Arabes, les dominés les Berbères. Or c'est faux. Même en termes de lutte politique, etc. Ofrem, qui était un général boucher d'Hassan II, était berbère. Bassam était un arabe, quelqu'un était arabe. Donc c'est des choses sont complexes. Donc pour revenir à cette histoire d'identité, vous la présentez comme si c'était quelque chose de figé, alors que l'identité c'est quelque chose en mutation, en mouvement tout le temps, flottant. L'identité elle ne peut pas être figée. On a l'impression que l'identité berbère, pour vous la présenter, c'est quelque chose de figé avec une langue qu'on va redécouvrir, des valeurs. J'ai même appris que mes ancêtres étaient laïcs. Alors à 50 ans, c'est bien. Donc l'identité, c'est quelque chose de très compliqué. Beaucoup de Marocains, par exemple, pensent que le thé à la menthe, c'est marocain. Il y a des gens qui vont vous dire, c'est mon identité. Le thé à la menthe a été introduit par les Britanniques au XVIIIe siècle au Maroc suite à une famine. Donc l'identité, elle bouge. Elle ne peut pas être figée. On a l'impression qu'on va apprendre à des gamins à écrire dans une langue finale, c'est bien. Mais il faut aussi dire, c'est toujours en mouvement. J'avais aussi une question peut-être pour le philosophe Hassid. On nous parle de mondialisation. Et au départ, on nous avait dit la mondialisation, on va tous parler le globish. C'est le langue English of globalization. Et finalement, on s'aperçoit qu'au Maroc, les gens reviennent à des particularismes, à des régionalismes, etc. Comment le philosophe réagit face à ce problème de mondialisation. Et j'avais une question, mais je la poserai demain après-midi. Ok, merci. Donc on va laisser les intervenants répondre à des intervenants. Après on passe au deuxième tour. On fera un deuxième tour. On va laisser répondre, et après on... J'ai beaucoup à parler à deux. Alors, vous êtes dans les oublis. Merci pour les questions et tous les points qui ont été soulevés sont de grande importance. En ce qui concerne le racisme, c'est vrai, il y a des attitudes et des fois des déclarations racistes, mais ça vient des individus. Il faut le souligner.
quand on parle d'un mouvement, il faut se baser sur les textes du mouvement, des organisations civiles. Là, on peut dire que le mouvement amazigh, marocain, ou algérien, ou libyen, c'est des mouvements démocrates. Pourquoi? Parce qu'ils revendiquent leurs droits tout en respectant les droits des autres. On a toujours parlé au Maroc de l'amazirité aux côtés de l'arabe. Tous les documents du mouvement amazigh marocain. Alors que les autres nous disaient, vous n'avez pas de langue. Les Maziren, ils maîtrisent bien l'arabe, ils respectent cette langue, mais les autres, dits arabes, ne respectaient pas la langue amazigh. Donc, il y a des amazirs qui montrent des fois des attitudes racistes, mais c'est des attitudes individuelles. Mais quand cet individu raciste travaille au sein d'une organisation, il travaille dans un cadre démocratique et il respecte les orientations du mouvement et de l'association, qui est des orientations et des choix démocratiques. Pour nous, l'amazigh fait partie du combat démocratique et du projet démocratique marocain. La société marocaine, c'est une société plurielle, avec plusieurs composantes, mais pour nous, le socle de l'identité, ce n'est pas que c'est une identité figée. Ça n'existe pas, comme vous avez dit, c'est vrai. L'identité, c'est quelque chose qui se forge dans l'histoire. Et dans le bassin méditerranéen, il y a eu des civilisations, il y a eu des échanges, il y a eu des exodes, de toutes les directions, etc. Mais tout ça, on peut dire qu'il y a des millénaires, l'amazirité est restée comme le socle de la civilisation de l'Afrique du Nord. Pourquoi? Parce qu'il y avait le latin, il y avait la civilisation pharaon, il y avait également le grec, il y avait les phéniciens, les vandales, les romains, tout ça, l'arabe, l'hébreu, l'Afrique, toutes ces dimensions, mais ont été, c'est-à-dire, il y a eu un élément qui a fédéré tout ça et a donné à toutes ces composantes une spécificité de l'Afrique du Nord, et c'est l'amazirité. C'est ça, c'est pour ça que nous considérons que l'amazirité, c'est l'identité de l'Afrique du Nord. Mais c'est une identité plurielle, parce qu'il a fédéré toutes ces composantes. Alors, en ce qui concerne la question palestinienne, là, vous êtes encore victime des médias, parce que des fois, il y a des individus qui déclarent, qui font des déclarations comme ça, contre la cause palestinienne. Mais, quelle est l'attitude du mouvement amazigh? Est-ce que vous avez les documents? Les Imazighen, et je faisais partie d'eux, nous sommes descendus pour soutenir la cause palestinienne dans la rue à Rabat. Et nous avons participé à Al-Masira pour soutenir la cause palestinienne. Et on avait 9 banderoles écrites en amazigh dans la marche qui soutenait la cause palestinienne. Ben, c'est ça la vision du mouvement amazigh. Pourquoi? Parce que les Imazighen ont depuis toujours refusé toutes sortes d'occupations. Donc, s'ils ont combattu les Romains, les Vandales et les Arabes, etc., ils ont refusé l'occupation, ils ont refusé les envahisseurs. Ils n'ont pas le droit aujourd'hui d'être avec un État qui occupe les terres des autres. Donc c'est logique. Pour nous, ce sont nos valeurs. On refuse le colonialisme, on refuse l'occupation, c'est-à-dire des peuples et l'oppression des peuples. Et c'est pourquoi on est avec le peuple palestinien jusqu'à ce qu'il y aura un État palestinien démocratique sur les terres des Palestiniens. Ça, c'est l'attitude du mouvement amazigh. S'il y a des individus qui ont des points de vue individuels, il faut les critiquer, mais en tant qu'individus. Et non pas en tant que... parce qu'ils ne représentent pas le mouvement amazigh. La question de l'Adl al-Ihsan. Pourquoi l'Adl al-Ihsan a quitté le 20 février? Eh bien, ils ont fait un calcul. Pour l'Adl al-Ihsan, le danger, c'est que le gouvernement de Benkiran réussit. Si jamais le gouvernement réussit, eh ben, toute la thèse de l'Adl al-Ihsan va tomber à l'eau. Donc, il faut que Benkiran échoue. Et bien entendu, pour que Benkiran échoue, il faut que le Makhzen soit fort. Et pour que le Makhzen soit fort, il faut affaiblir le mouvement 20 février. C'est ça la stratégie de l'Adl al-Ihsan. Ils se sont retirés du mouvement 20 février pour affaiblir le mouvement de la rue,
pour que le Makhzen bouffe le gouvernement Ben Kiran. Et finalement, au bout de 5 ans, ils vont dire à Ben Kiran, voilà ce qu'on t'a dit il y a 5 ans. Nous avions raison, donc il faut qu'il y ait la révolution. Alors, donc c'est le calcul qu'ils ont fait. Et je crois que maintenant, le mouvement de la rue marocaine doit continuer parce que pour nous, c'est une garantie pour qu'il y ait pression sur le régime parce que, pour nous, Imaziran, avoir une langue officielle dans la Constitution, ça ne veut pas dire que cette Constitution elle est démocratique. Parce que la mazérité, elle est liée aux structures démocratiques globales. Pour nous, nous avons toujours revendiqué une Constitution au Maroc démocratique, avec la mazérité reconnue. Mais reconnaître la mazérité sans respecter les fondements universels de la démocratie et les règles du jeu démocratique, ça, on le refuse. Pourquoi? Parce qu'on va tomber justement dans l'instrumentalisation de la Mazir pour des objectifs c'est-à-dire politiques. Et ça, on le refuse. Tanmir. Je voulais juste répondre au monsieur qui parlait des perspectives. Moi, je crois que les choses sont claires. Nous ne sommes pas des politiques, ce n'est pas un parti politique. Donc, en termes de perspectives, je pense que la seule manière de parler des perspectives, c'est justement l'ouverture démocratique, où toutes les composantes algériennes, ou marocaines, ou tunisiennes, ou libyennes soient reconnues. Donc, que le droit de chacun soit reconnu le plus légitimement possible. Et puis, en plus, vous avez dit, il n'y a aucune organisation. Moi, je crois qu'il y a une organisation qui est le Congrès mondial Amazigh, qui se réunit dans plusieurs pays. Et cette année, ça a été justement en Tunisie. Bon, voilà, quoi, c'est son travail. Mais là, nous, chacun... Bah, tant pis, mais ça, de toute façon, ça commence comme ça. Je veux dire, personne n'est né parfait ni savant. Donc, voilà, ils piétinent, ils font ce qu'ils peuvent. Mais c'est comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Je crois que... les perspectives, c'est doter de moyens et de structures qui permettent à ces régions du monde d'exister comme toutes les autres. Voilà. Et on en a marre des dictatures, on en a marre justement de l'exclusion de l'autre, que ce soit au nom de la religion, que ce soit au nom de la langue, que ce soit au nom du genre. Et ça existe, et je crois qu'il faut le dire. Et c'est pas parce qu'on est dans une globalité, on est algérien, alors on est algérien, bien sûr. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de discrimination. Il y a aussi une autre discrimination dont on ne parle pas. C'est noir et blanc. Ça existe, ça aussi. Hein. Je veux dire que c'est pas parce qu'on n'en parle pas que ça n'est pas présent. Donc voilà en quoi une revendication démocratique est importante. La première dame qui a posé la question, elle ne sait pas d'où elle vient. Moi, je crois que c'est une démarche personnelle. C'est bien que vous l'ayez dit, que vous l'exprimez, mais je crois que c'est une démarche personnelle. D'ailleurs, vous avez de la chance de le dire comme ça. Et c'est un long chemin qu'il faut faire. C'est une trajectoire. Il y a des associations, il y a des films, il y a des livres. Et puis, bien entendu, si vous pouvez vous permettre des voyages, ce sont des pays fabuleux et très divers, que ce soit le Maroc, que ce soit l'Algérie, que ce soit la Tunisie. Il y aurait beaucoup de choses à découvrir. Voilà, et c'est en voyageant qu'on voit justement la spécificité de cette Afrique du Nord. Moi, je veux répondre d'abord au monsieur par rapport à l'intervention, pour que l'intervention, entre parenthèses, des Occidentaux et quelques pays arabes en Libye, que les choses soient claires. Moi, j'étais parmi les premiers à dire je suis contre les interventions comme celle-ci. Mais il y a un moment, j'avais même discuté beaucoup avec des amis, surtout des amis de gauche, entre parenthèses, et j'aurais aimé leur expliquer mes craintes mieux que je pouvais. Mais malheureusement, à un moment donné, il fallait une rupture. Parce qu'il fallait prendre une position par rapport à ce qui se passe. Est-ce qu'on veut un Rwanda bis? Et moi, en tant que Libyen, je connais Gaddafi, je sais comment il est. Je sais qu'il n'hésitera pas devant
10 000, 100 000, 200 000, 300 000, la moitié de la population libyenne, il n'hésitera pas. Ou alors accepter que d'autres pays viennent pour faire exploser les avions. J'avais une crainte, surtout par rapport aux régions de l'Ouest, aux régions de la montagne de l'Ouest, parce que je sais à quel point il voulait absolument finir avec les régions de l'Ouest. Et il avait 6 avions prêts à décoller et à bombarder ces régions-là. Alors, vous avez le choix, soit sauver une population et de dire bon, on est contre l'intervention ou on est pour. Et à un moment donné, moi j'étais en Tunisie le 23 avril, et ça c'était une question qui m'était posée directement à la télé, et je répondais comme ceci. Je dis, tant que l'intervention militaire elle est aérienne, et que pas un militaire touche terre libyen, ce sera le bienvenu. Par rapport aux Libyens, c'est pas moi qui le disais, c'est les gens qui le disaient. Et c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, évidemment, on a pire, parce qu'on a des gens qui manipulent la politique intérieure de la Libye à travers l'argent, à travers les moyens de distribuer des télés. Par exemple, dans certains burgades de 40 000 habitants, on trouve 3 télés. Et à Masrata, il y a 7 télés. Et tout cela venu de l'étranger, évidemment. Et par contre, vous allez dans les régions qui ont le télé. Tout à l'heure, on parlait ici jusqu'au 27, 28, je ne sais pas quel jour. On parlait de la région de l'Ouest. La région de l'Ouest s'est révoltée le 20, le 19 et le 20. Et personne n'en parle. Et tout ça, c'est de la manipulation. Tout ça, c'est de la manipulation. Et la manipulation, quand on dit que les Berbères, ils ont aidé Kadhafi à se maintenir au pouvoir. Les premiers prisonniers politiques, c'était des Berbères. Au nombre de 45, 1977. Et j'étais là-bas, j'étais en Libye. Les Touaregs dont on parle. Il faut descendre dans le sud de la Libye, voir dans quelles conditions ils vivent. Dans un pays dans un endroit où la température est remontée jusqu'à 45 degrés, on a des gens qui vivent sur des toits comment ça s'appelle, les toits de ferraille là. Et j'y étais là, il y a 3 jours, 4 jours, j'ai été chez ces gens-là. Et après on leur donne, quand on vous donne $1000 par jour, et on vous dit de venir, il y a une famille dans laquelle il y a 7-8 enfants, on envoie un, ben tu y vas toi. Ben tu y vas, et comme ça, la famille peut vivre, il peut acheter une voiture, peut-être il peut manger assez fort. Mais vous ne croyez pas que ça existe en Libye, mais je vous assure que ça existe. Et vous allez par vous-même, vous allez dans le Sabah, vous allez dans ce qu'on appelle un quartier qui s'appelle Haïtour, vous y allez, vous verrez dans quelles conditions vivent ces gens-là. C'est une catastrophe humanitaire. C'est une catastrophe humanitaire. Et moi, parce que je suis exilé depuis 30 ans, je ne savais pas que ça existe en Libye. Je ne le savais pas. Après, on nous parle de manipulation. Évidemment, Kadhafi était capable de manipuler parce qu'il avait tout le pouvoir.